Salut, c'est Alyosha. Bienvenue dans Vision. Très content de vous annoncer que ce podcast a été réalisé en partenariat avec Adobe. Photographie, design, illustration, vidéo, 3D, réalité augmentée. Adobe Creative Cloud, c'est tous les outils dont vous avez besoin pour exprimer votre créativité. Vous avez un lien dans la description pour faire un essai gratuit pendant 7 jours. Merci à Adobe et c'est parti pour le podcast. Bonne écoute. Je parlerai d'une des rares photos qui a un titre dans mon deuxième ouvrage qui s'appelle Eve, la montagne et la jeune fille. C'est une photo qui s'appelle Eve's Room, la chambre d'Eve donc, et qui représente une main, un bout de poster d'une main avec une arme qui vient des personnages de Star Wars, qui semble viser une map monde avec des éléments végétaux qui viennent se mêler dans la lecture de l'image. C'est une image qui a sa part de mystère, d'inquiétude, qui a une chromie très saturée, très vive, et je pense que elle ne résume pas le livre, mais elle en est un des éléments majeurs puisqu'on a le monde de l'adolescence. On a les craintes, il y a un rapport aussi à une certaine violence ou en tout cas une certaine hostilité du monde extérieur du fait de la présence d'une arme. Il n'y a pas de clin d'œil entre guillemets à la pandémie ou à ce que nous vivons, la photo a été faite en plus bien avant. Et puis c'est à l'intérieur, c'est un travail sur le quotidien, pas de mise en scène, pas d'effet, au 50 mm, une lumière qui baisse, une pièce qui devient un petit peu dorée, ocre. Je fais une prise, 2 prises et ensuite on l'a tiré en dye transfert. C'est-à-dire qu'on a voulu ensuite accentuer cette chromie, cette couleur qui au final, une fois qu'on aura passé tous les procédés dessus, va être la couleur des écrans, de l'adolescence, des néons, et ça correspond, ça s'inscrit dans mon travail. Si je devais en décrire une, voilà, ce serait celle-là. Et peut-être parce qu'elle me paraît un peu à part ou plus importante que les autres, elle a un titre. Les autres n'en ont pas, ou peu. Il y a peut-être 2-3 photos sur les 70 qui sont titrées, comme on dit. Les autres n'en ont pas. Mais celle-ci, oui, c'est celle-ci que j'ai envie de décrire. Bonjour, je suis Thomas Klotz, photographe. Je viens du Nord, je suis né ce qu'on appelle sous Giscard. En 1977, j'ai grandi dans une petite cité, une petite vie, un petit quartier pavillonnaire du nord de la France, à Arras, un peu excentré, loin du centre-ville. Et puis j'ai découvert la photographie adolescent, enfant, j'ai baigné dedans comme beaucoup de gosses de mon époque. On avait un père photographe passionné, amateur, et on est ce que nous on appelle les générations labo salle de bain. C'est-à-dire que le dimanche, on développait les négatifs, on développait tout, et j'ai grandi dedans, j'ai grandi au milieu des livres photos, j'en ai beaucoup regardé, et puis j'ai pas été passionné par l'école, très sincèrement, c'est quelque chose qui m'a un peu gonflé. J'ai arrêté en première, au grand désespoir de mes parents, me disant tiens, je vais être photographe. Alors quand on veut être photographe à 17 ans, en arrêtant une scolarité qui plus était médiocre, et dire à ses parents je vais vivre de la photo, je pense que c'est une bonne méthode pour les tuer. Par un concours de circonstances, j'ai quand même passé le bac en candidat libre que j'ai eu, j'ai fait des études, et j'ai toujours eu dans la tête l'idée de l'image, de la photo, après mes études de droit qui ont été complètes. J'ai un diplôme d'avocat, j'exerce en tant qu'avocat, et j'ai produit des longs métrages ensuite, et j'ai toujours eu un rapport au chef opérateur, à la structure de l'image très importante. J'ai toujours été très complice avec les chefs op des films que j'ai produits, qu'il s'agisse de Caroline Champetier, de Thomas Hartmeyer, voilà, qui sont pas les plus mauvais en plus. Et puis je me suis remis à faire de la photo. J'ai collectionné des pièces, j'ai collectionné des bouquins, et puis la photo est revenue de manière très forte. En fait, j'ai mis beaucoup de temps à me mettre au numérique, et quand je me suis mis au numérique, c'était il y a 7-8 ans, il y a une petite dizaine d'années on va dire, j'ai repris le travail que j'avais un peu commencé jeune homme entre guillemets, 10-12 ans plus tard, mais j'ai mis beaucoup de temps à me mettre au numérique, et j'ai fait mon premier bouquin photo il y a 2 ans et demi maintenant, 3 ans, et puis il y a le Eve qui vient de sortir, voilà, tout simplement. Mon premier souvenir en rapport à la photo, c'est des odeurs, c'est les odeurs de
des produits Ilford et des bacs dans lesquels on développait des négatifs. C'est l'odeur, quand j'étais gosse, quand mon père faisait ça, qu'on passait dans la salle de bain, l'odeur des chimies un peu acres. Voilà. Et il y a une grosse nostalgie d'ailleurs dès que je fais revenir, dès que je fais un tirage argentique ou que j'en reçois un, je regarde la qualité du tirage et j'aime les sentir parce que mon premier rapport à la photo, c'est tout con, mais c'est l'odeur de ces fameux révélateurs, de ces fixateurs et de tout ça qui imprégnait une toute petite salle de bain avec ma chambre à côté et c'est ça. On empreint d'une certaine nostalgie, mais mon premier rapport vient de cette magie, de se dire qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Et ensuite, pour un rapport plus direct à la photographie, c'est les photos humanistes des années, c'est les photos de mon père qui m'ont beaucoup marqué, parce que j'estime, enfin il est mort il y a quelques années maintenant, mais c'était comme beaucoup, un photographe anonyme qui a sa place dans toutes les collections et qui avait un regard incroyable. Alors, il y a des galeristes aujourd'hui qui sont spécialisés dans la photo anonyme et la photo, pour avoir une valeur aujourd'hui, n'a plus besoin d'être forcément signée, et même sur les réseaux sociaux, de toute façon, c'est ça. Mais quand je regarde encore ces photos aujourd'hui, non pas parce que c'est mon père, mais je les trouve incroyables. Donc il y a les photos de mon père qui m'ont marqué, et puis il y a les photos humanistes, parce que c'est cette époque-là, on pouvait jurer que par les Cartier-Bresson, les Ronis. J'ai jamais été douaneau, pour être très clair. Moi, mes idoles, quand j'étais gosse, vraiment, les premières rencontres, c'était en noir et blanc, c'était Koudelka. C'est Koudelka que je trouve encore aujourd'hui. Voilà, Koudelka, Robert Frank sont pour moi, enfin, c'est mes photographes du début préférés. Et puis j'ai découvert la couleur à 16-17 ans. Et je me suis complètement affranchi de tout, je suis resté là-dedans et voilà, j'ai découvert Eggleston, Luigi Ghiri, un peu en même temps et j'ai eu une fascination pour ces univers et dont je ne me suis jamais écarté aujourd'hui, quoi. Je fais pas de photo noir et blanc d'ailleurs. Mon approche photo ou mon geste, ce que je fais même, pour parler plus modestement, c'est un travail sur le quotidien. Je ne suis pas, voilà, je photographie ce qui peut paraître banal, en tout cas ce qu'Eggleston appelait démocratique, c'est-à-dire que je ne cherche pas le sujet, je ne cherche pas l'instant, je photographie peu les gens, mais je vais aller chercher des structures, des lumières, des compositions, des territoires, et c'est ce que j'ai toujours fait. Quand j'étais gosse, je me suis beaucoup ennuyé quand j'ai commencé à faire de la photo, et je photographiais mon microcosme. Je photographiais les rues, le quotidien d'une petite ville anonyme, d'un quartier lui-même complètement anonyme, dans cette ville anonyme. Et mon approche de la photo s'est faite sur rien. Je n'avais de toute façon pas grand-chose, entre guillemets, à photographier, et au final, j'avais l'infini du champ des possibles. Tout était faisable. Et c'est aussi ma fascination pour certains photographes américains ou français, qui avec 2 murs, un bout de lumière et une tache, font des photos inoubliables et qui marquent l'histoire de la photo. Donc moi, entre guillemets, mon approche, c'est ma vie. Ève, le deuxième livre, 60, peut-être, plus de la moitié des photos sont faites dans un appartement de 70 mètres carrés, 80 mètres carrés. Le reste est fait sur des chemins que nous faisons tous les jours, l'école, la maison, le sport. Il y a très très peu de choses qui échappent à ce que je vis tous les jours, et on a fait ça. Sur le premier bouquin, Northscape, c'est l'histoire de mes allers-retours entre Paris et Arras, et c'est un seul et même chemin que je fais tous les jours pour aller voir mon père plusieurs fois par semaine, pas tous les jours, pendant un certain temps, avec, pour être honnête, quelques détours bien volontaires, mais c'est le quotidien. C'est ma vie, et ça impose de se balader un peu toujours avec un appareil, mais c'est pas pour autant une photo de déambulation. Moi, je me dis pas tiens, je vais aller par là voir s'il y a pas des photos à faire. Je n'ai jamais eu ce réflexe, jamais. Je me dis pas tiens, je vais aller par là ou non. Je sais toujours à peu près voilà ce que je vais faire, ce que je vais photographier, tout est prédéfini.
J'ai appris à déclencher avec l'argentique, donc j'ai été dans une économie, donc ça veut dire que je ne déclenchais que quand j'étais sûr. c'est con, hein, mais j'avais 36 poses, j'avais pas un sou. Les PIQ, voilà, moi je suis l'enfant de la T-Max, j'ai commencé la photo avec la T-Max, juste quand elle est sortie, il y avait Salgado d'ailleurs qui avait fait ça, et moi quand j'appuie, c'est quasiment le moment où je vais fermer les yeux, où j'ai à peu près cadré, je sais ce que je veux prendre en photo, et le moment où j'appuie, je me dis, il va se passer quelque chose en plus. Ma main va bouger, il va y avoir quelque chose que je n'ai pas vu, et c'est pour ça que je n'aime pas regarder mes photos immédiatement, me ruer sur le dos de l'appareil numérique. Je le fais, mais un peu plus tard, et une fois que je suis passé, mais j'aime bien le faire comme ça. Après, est-ce que c'est un rapport à la vérité, au fortuit? Je pense que quand nous faisons des photos, même si elles sont cadrées, soignées, quelque chose nous échappe. Et c'est ce petit truc qui nous échappe qui fait que quand on regarde 2 ou 3 semaines après la prise de vue, ou avec un temps décalé par rapport à la prise de vue, on se dit, tiens, cette photo sur laquelle j'avais beaucoup misé, j'étais persuadé qu'elle était parfaite, elle ne vaut rien. Alors que celle juste avant, j'aurais pas misé un copec au moment où je l'ai prise, et il s'est passé quelque chose, entre-temps elle a respiré. Donc en fait il faut se méfier de soi-même et de la rapidité de la prise de vue. Northscape, c'est une série qui est faite chez moi, justement, dans cette ville d'Arras, aux alentours, dans laquelle je suis revenu. Enfin, j'y retourne très souvent. Je suis très attaché à ma région, et je suis retourné dans un contexte un peu particulier, qui était les souffrances que mon père endurait. Était très malade, et habitant Paris, ayant les enfants ici, je faisais des allers-retours quotidiens. Le matin, hop, je revenais le soir, et je faisais ça plusieurs fois par semaine. Et j'avais commencé des photos sur le Nord, mais le mien. C'est-à-dire, c'est une appropriation du paysage, une appropriation du territoire, même plus que du paysage, et ce n'est pas montrer le Nord. Du coup, le titre était très clair, Northscape. On a l'idée du landscape, du Nord, c'est une espèce de néologisme, paysage du Nord, c'est pas situé, on ne sait pas si c'est... Il y a aucune référence, il y a aucun lieu, entre guillemets, défini, expliqué, rien de typique des régions du Nord, de ces petites villes minières ou agricoles du nord de la France, et c'est un paysage que j'ai voulu avant tout mental. Et c'est l'idée d'une ville fantomatique. Et quand je retournais dedans, il y avait donc mon père en train de disparaître, ma deuxième fille qui venait de naître, la photographie au milieu de tout ça. Et puis là, il y a des gens comme Lewis Baltz, le travail sur le territoire, la transformation, qui m'ont beaucoup influencé, et sans comparaison aucune. Mais voilà, j'ai cherché à capter l'étrange, le déséquilibre dans l'alignement de toutes ces maisons, de toutes ces couleurs, faire de ce qu'on appelle de la micro-saisie. Et en fait, ce récit va tenir par de la ponctuation. On va être sur beaucoup d'extérieur, des lumières, et d'un seul coup, on passe sur un intérieur. Et puis, petit à petit, on se dirige vers ces dernières photos qui deviennent un peu plus étranges, où on va voir un lit d'hôpital vide, et le contre-champ, une vue sur une maison, qui est la vue, qui est ce que voyait mon père. Et j'arrête le livre là sans pathos ni affect, mais il y a l'idée du récit fantomatique, de la ville fantôme, alors qu'elle est parfaitement habitée, il y a 60 000 habitants, c'est une des villes les plus actives, mais voilà. Donc c'était une représentation mentale d'un lieu, sans rapport aux documents, sans rapport au territoire, façon datar, entre guillemets, voilà. Donc on ne sait pas où c'est exactement, quand c'est pris exactement, mais il y a une histoire qu'on lit au milieu de tout cela, et il y a un sentiment qui, j'espère, assez fort s'en dégage quant aux énigmes qui et ce monde un peu étrange. Et d'ailleurs, Sonia Voss, dans le magnifique texte qu'elle m'a fait l'honneur d'écrire, parle d'un monde étrange, mais encore assez présent, et qui ne peut s'éteindre. C'est exactement ça, je crois. Je sais plus quelle est la formulation exacte. C'est une des dernières phrases de ce très beau texte qu'elle m'a écrit. Mais voilà, c'est l'idée, ouais.
et la couleur et la chromie. C'est-à-dire on prend aux antipodes des photos entre guillemets du Nord qui vont être parce que quand même on a des lumières très basses, très j'ai pas filmé le Nord au mois d'août en plus, hein. Donc il a fallu colorer non pas artificiellement mais choper des compositions en pensant à la chromie aussi et en se disant je vais pas faire 200 pages de briques rouges, donc ni 200 pages d'usine. Donc il fallait il y a eu du boulot d'editing, gros boulot d'editing, et puis pareil, ce que je vous disais à la prise de vue. Il y a des moments, on passe 100 fois devant un lieu, et puis un jour, on se dit on est à la bonne hauteur, on cherche un peu, bam, on prend, ça donne rien, le lendemain, on repasse, boum, ça marche, voilà. Alors le deuxième livre, Ève, la montagne et la jeune fille, ce sont des projets qui se sont chevauchés, puisque j'ai commencé à photographier Ève en même temps que je photographiais le Nord. Elle n'était pas avec moi dans le Nord, mais elle est rentrée petit à petit dans ces territoires que je filmais à Paris, sur notre quotidien. Et puis Ève a quelque chose, c'est qu'elle fixe l'objectif sans poser, mais elle s'arrête. C'est ce regard qui va tenir le bouquin. Et je vais la montrer entre 9 ans et 12 ans, avec là aussi, comme dans Northscape, mon premier livre, de la ponctuation. C'est-à-dire, là, dans Northscape, la ponctuation était intérieure-extérieure. Là, ça va être avec Ève, sans Ève. Mais tous les lieux, tout ce que nous montrons sont des choses que nous avons en commun. Ce sont des lieux dans lesquels nous sommes allés ensemble. S'ils sont montrés, ce sont ses lieux à elle, sa chambre, des cours d'école, les endroits où on va prendre le goûter, là où on va faire du sport. Voilà, tout a trait à son univers. Et c'est au final là aussi, il y a une dimension assez mentale dans ce travail, puisque je me suis approprié, j'en ai pas le pouvoir ni la prétention, mais j'ai tenté de reproduire ce que je pense être la vision que ma fille a du monde par moment. Ève est une enfant qui est assez seule à l'école, qui n'a pas de difficultés particulières, qui est atteinte d'un ce qu'on appelle un trouble, d'un TDAH, un trouble de l'attention. Elle a tout le temps un Rubik's Cube entre les mains, elle est aussi un peu hyperactive, et du coup elle a vécu par moments, ça s'est passé, mais des solitudes, des petites exclusions même du groupe, et c'est une enfant qui a un monde intérieur très riche. Et je tente de parler un petit peu de ce monde, des angoisses aussi que j'ai pu lui transmettre, étant moi-même très angoissé, des angoisses qu'elle s'est créées seule, mais je ne parle pas forcément de notre relation. C'est pas un livre sur la relation père-fille, ni un livre sur la transformation de l'enfant en ado. C'est un récit d'ascension, d'affirmation, où elle apparaît à 9 ans, un peu fragile dans la nuit, et à travers ce parcours, cette montagne qu'elle a franchie, c'est le sens du texte que m'a écrit Sophie Le Tourneur pour ce livre. Elle y a vu un conte, elle y a vu un parcours d'évolution, d'ascension, et en fait, entre la première image petite, perdue dans la nuit, et l'image de ses 12 ans où elle vous regarde un peu comme un chevalier, où elle a trouvé sa complice en binôme avec une photo ensoleillée, deux portraits en diptyque extrêmement classiques, hein, qui terminent l'ouvrage. C'est l'histoire de ce parcours, et c'est un parcours de couleurs, c'est un parcours de micro-saisies, de lieux, de détails de murs, de néons, et c'est tendu par cette ponctuation des portraits d'Ève qui est fixe face à vous, qui interroge, qui désarme, qui appelle, on sait pas, et l'équilibre, voilà, on l'a trouvé un petit peu comme ça. Ensuite, avec l'éditrice, on a énormément travaillé, on est parti d'un matériau très très riche, très varié surtout, et Caroline de Greff, l'éditrice, a été très 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 exigeante. Je sais pas combien on a fait de maquettes, pour être honnête. Je sais pas combien on a eu. Tant qu'on n'avait pas ce qu'on a là aujourd'hui, ça a été dur, oui, ça a été dur, ça a été long. Vous écoutez Vision, podcast de la photographie contemporaine.
Les photos sont pas toujours d'une gaieté inouïe, j'en ai conscience. Il y a effectivement un rapport à la solitude, mais de toute façon, la photographie, ça reste enfin pour moi, c'est un repli sur soi. Donc on va chercher un petit peu à l'intérieur des choses. Et quand je travaille sur le premier projet, c'est un rapport à moi, c'est un rapport à la perdition, ce que je me cherche. Quand je travaille avec Eve, je me rends compte que moi, m'aime beaucoup aussi la solitude, et me rendant compte qu'elle a aussi sa propre solitude par moment, hein, parce qu'elle a quand même des amis, mais elle est souvent seule. J'ai conjugué ça avec mon geste photographique, bien évidemment. Je pense que cette solitude, l'ennui aussi quand j'étais gosse, ont marqué mon geste photographique. Je suis un gosse qui s'est beaucoup ennuyé jeune. J'aurais pu lire, j'avais plein de trucs à faire, hein. J'avais plein de choses à faire. Je faisais rien et je photographiais. Et mon père trouvait que je foutais en l'air de la pellicule, mais il avait raison, il avait pas raison. Moi, ça m'amusait de photographier des casseroles chez moi. Je la vaisselle, voilà, je photographiais des chemises qui sèchent. Et j'essayais de faire des trucs très jolis avec. J'en ai encore quelques-unes d'ailleurs que j'aime beaucoup. Il y a un pli qu'on prend assez jeune voilà, et qui est toujours là, qui a pas bougé, qui bougera pas, hein, je pense pas. J'ai pas demain envie d'aller faire des photos à la chambre de l'Himalaya. Mais je dis pas que c'est pas bien, hein. J'en serais incapable. Cartez avait fait des trucs un peu surréalistes, ou même Man Ray ont des passages un peu surréalistes, enfin Man Ray complètement, mais Cartez a photographié beaucoup d'intérieurs, a cherché des compositions lui aussi très simples, n'a aucun rapport à l'histoire, et c'est celui que je préférais aussi, tu vois. Koudelka, bon, rapport très fort à l'histoire, aux populations, tout ça, mais d'un autre côté, moi, les photos que je préfère de Koudelka, c'est ce fameux chien qui se balade, ou le tapis dans la paille qui est juste posé, des choses. Enfin, j'étais fasciné moi par ces photos, par la simplicité de ces photos, parce qu'elles me paraissaient accessibles. On est dans une petite ville de province que j'adore. Peut-être j'y finirai mes jours, mais nous, il se passait rien chez nous. Moi, depuis que je suis à Paris, mes gosses, moi, je fais que les emmener au musée, je leur fais découvrir. Nous, on en avait, enfin, voilà. Je me suis bien fait chier, et j'ai commencé par filmer ça, moi. La couleur m'est venue par influence, pour être très clair, au début. Par rupture aussi par l'affirmation de mon geste. Mon père faisait du noir et blanc. On ne pouvait développer que du noir et blanc. Et je me suis intéressé aussi un peu à la couleur, un peu naïvement au début pour pas me remarquer, mais bon, voilà, pour m'affirmer. Et moi, j'ai un rapport à la couleur, et notamment à la saturation. J'aime les couleurs très difficiles. J'aime le rouge, qui est quand même pas simple à travailler. Ce qui m'intéresse dans la couleur, c'est l'outrance. J'aime le côté outrancier. Guy Bourdin le maniait de manière incroyable, tout en gardant une cohérence à ses photos. C'est-à-dire, voilà, si je vais chercher la couleur, c'est pour la pousser un petit peu loin. J'ai aucun rapport à la vérité avec la couleur. J'aime bien la faire mentir un petit peu, et c'est pour ça que j'utilise des procédés un peu tortueux. Bon, le dye transfert, on a essayé, c'est génial, mais c'est quand même aujourd'hui très dur. Il n'y a plus qu'un laboratoire au monde, ça coûte une fortune, mais c'est merveilleux d'aller la faire mentir, d'aller la faire tricher, de la plier entre guillemets à nos instincts, en se disant tout cela reste de la photographie, c'est pas Photoshop, ce n'est pas une photo truquée, c'est une photo malmenée qui va correspondre, qui va se plier à mon univers. Voilà, c'est pour ça que moi j'ai pas forcément un grand rapport à la vérité de la couleur, parce que je la triture, je la contourne beaucoup. Beaucoup. J'ai une photo rouge, par exemple, dans le bouquin, avec un néon et un tuyau jaune, qui est très simple. On a fait 50 tests pour avoir le rouge qu'il me fallait. Le rouge vérité, le rouge véritable, je le trouvais fade, mais il fallait rester dans la photo. Il aurait fait une palette Photoshop et on changeait tout. Mais bon, déjà, je sais pas le faire. Mais ça m'amusait de le trouver par des procédés purement photographiques, à rester dans la photo.
Est-ce qu'on a triché? Non. On l'a poussé à bout, on l'a malmené, on a mis ça dans des cuves, on a travaillé les contrastes, les temps, et puis quand ça sort, ah ouais, voilà, je suis ravi. Le dye transfer, c'est une technique qui vient de la publicité. En fait, on va séparer les couleurs primaires et on va faire des espèces de grands films qui baignent dans les bains, qui sont à la taille de la photo définitive, et puis on va les appliquer sur un papier photo. Elles sont couvertes donc des encres et des matières qui vont se fixer ensuite sur la photo, de ce transfert à sec. Et puis avec un rouleau, on appuie, hop, et on passe les rouges, les jaunes, bon, peu importe, voilà, les couleurs primaires. Et au final, on arrive à des niveaux de saturation, de définition, de volume, de modelé, de conservation qui sont absolument incroyables. Alors moi, c'est un procédé qui m'a toujours intéressé par admiration pour les gens qui l'ont utilisé dans les années 70, mais pas uniquement, parce que l'intérêt serait limité, mais aussi parce que je savais pas que ça existait encore. J'ai découvert à Paris Photo il y a 3-4 ans des dye transferts récents, et je vais contacter le galeriste et qui me dit, il veut pas me dire où c'est, et il me dit ça se fait mais pas en France. Bon, j'ai cherché, j'ai trouvé effectivement un laboratoire en Allemagne qui, je crois, doit être parmi ou peut-être même le dernier laboratoire au monde à faire cette technique. Et puis je les ai appelés et ils m'ont dit il y a 18 mois d'attente. Et je regarde les noms avec lesquels travaille ce laboratoire. Bon, bah il y a tous les grands coloristes américains des années 70 qui auront donné leur lettre de noblesse à ce procédé de dye transfert. Dye transfert qui est rentré, je fais juste une petite aparté, qui est rentré dans le monde de la photo dans les années 70, 76, 75 au MoMA. Avant, c'était vraiment vulgaire de faire ça, c'était réservé à la pub, c'était pour faire des couvertures glossy. Il n'y avait pas aujourd'hui tous les procédés de trucage qu'on a numérique et tout. Et en fait, pour la couverture du Vogue ou pour une publicité, pour avoir des couleurs ultra saturées, ultra aguicheuses, qui est mon rapport de toute façon un peu à la couleur, pas à la vérité, hein. On utilisait le dye, et le dye, voilà, elle me dit, bon bah, je lui envoie des photos, elle me dit, je vous prendrai si ça m'intéresse, parce que bon, elle est adorable, mais elle est force tenue de sélectionner. Et puis elle me rappelle, elle me dit, écoutez, oui, votre travail m'intéresse, je veux bien en faire pour vous. Et là, elle m'annonce des délais stratosphériques. Je dis bon, bah, je vais attendre. Et puis vint le confinement. Et en fait, le laboratoire était réservé pour tous les grands photographes américains de 80 ans que nous connaissons, mais ils peuvent pas venir du fait du Covid. Et du coup, c'est mon côté, je disais, pushy, ultra déterminé. J'ai tellement insisté que pendant le confinement, elle a fait mes tirages que j'ai exposé à la galerie Obadia, et j'ai fait 6 dye transferts. On a pu faire que 6 dye transferts qui ont été exposés, et très sincèrement, c'est les plus beaux tirages que j'ai eus. Pas que j'ai vu, hein, mais que j'ai fait. Le résultat est extraordinaire. Et puis la magie de la fabrication, et c'est des pièces qui se sont voilà, je dirais pas arrachées, mes photos ne s'arrachent pas, mais qui sont parties particulièrement vite à la galerie, et du coup c'est quelque chose, voilà, même une fois qu'on l'a expliqué, les gens s'intéressent, se passionnent un peu pour ce procédé, regardent qu'il a pesé dans l'histoire de la photo, qu'il est en train de disparaître, et quand on choisit, entre guillemets, les bonnes photos du bouquin, ce que je pense avoir fait modestement, ouais, je suis ravi. J'ai envie d'en refaire, mais après, là, on va repartir sur des délais, je pense que je vais pouvoir refaire des photos en 2022, peut-être, avec elle. Voilà. Caroline, c'est une des fées qui s'est penchée sur mon berceau, hein. Parce que Caroline était directrice photo des Arocs, elle venait de lancer une petite maison d'édition, elle avait publié un bouquin, un très beau livre sur un parc du 93, il fera tard ce soir, des listoïdés. Elle m'avait offert, et puis j'avais vu passer un peu le bouquin, il y avait un peu de presse, et puis le bouquin me plaisait tout simplement. Et puis une amie en commun, l'écrivain Constance Debray, nous présente, et puis je vais voir Caroline et je lui dis, écoute,
écoute, je voudrais faire ce livre sur le Nord, et je me déplace avec mes tirages 50-60 grand format, parce que je tire que comme ça, qu'en 50-60, quitte à réduire beaucoup. Et puis elle me dit ok tout de suite, sans aucune condition, et puis on commence à travailler, et en fait on a une relation, alors moi je suis ce qu'on appelle un peu pushy, c'est-à-dire je suis toujours je suis quelqu'un d'assez impatient, il faut que tout aille vite, je peux l'admettre, un côté assez tyrannique, un peu chiant, et Caroline c'est tout l'inverse, et je dis souvent Caroline m'a dompté, elle a réussi à canaliser, ou en tout cas à bâtir un mur qui fait que mon impatience, mes excès, qui font aussi par moments ma force, soient canalisés, parce que ça n'a aucune accroche sur elle. Parfois, elle me répond pas pendant 3 jours, à bosser sur mes photos, alors que moi, je veux 5 coups de fil par jour, je veux savoir quand ça avance et tout. Et puis avec Caroline, on est ultra complices, du coup. On a des liens très forts. Elle comprend ce que je peux faire, ce que je ne saurais jamais faire. Elle a la brutalité de me dire ça c'est nul. C'est pas, mais dans ces termes-là, ça j'aime pas, ça jamais on le met dans le bouquin. On se bat sur des choses, mais au final on avance toujours dans le même sens. C'est quelqu'un d'essentiel pour moi dans le petit parcours que j'ai fait. Je lui dois beaucoup. C'est l'éditrice de mes 2 livres, et je suis très heureux, et puis on va je l'espère continuer. Et notre collaboration, il y a Ilanit Ilouz qui est aussi photographe, qui est au milieu, et en fait Ilanit, on lui laisse, on sélectionne des photos ensemble, et puis le bouquin devient un peu un objet à partager, c'est-à-dire que je les laisse faire, je les laisse avancer, et puis par moments je reviens, je donne des idées, je fais des retours. Tiens, j'ai pensé et je les laisse avancer. Et Ilanit s'approprie, et Caroline qui voilà, mais ça elle travaille beaucoup sans moi, s'approprie remarquablement mon boulot. Elle me propose autre chose, elle brise un petit peu les partis pris. Je pense que si je devais faire seul mon editing, mes choix de photos, mes tirages, je ferai des trucs nazes, et j'ai besoin d'être bousculé, de douter, d'être malmené, et elles y vont un peu fort parfois, mais je ne peux pas faire sans elles. Voilà. La couleur très vive pour le premier Northscape, je vais vous dire la vérité, c'est qu'on allait chez l'imprimeur, on avait pris une couleur brique, une couleur un peu marron, terracotta, je crois, on appelle ça. Et puis quand j'ouvre les cartons et quand les livres viennent, eh ben c'est mauve. Donc voilà, j'ai pas d'autre raison. C'est-à-dire que il y a eu un bug, et puis j'ai pris le bouquin, je dis qu'est-ce qu'on fait? Non, bon, ça me plaît, allez, on y va. Donc hasard, pour être très clair, malchance, hasard, je sais pas comment on peut appeler ça. Elle me plaît beaucoup aujourd'hui, la couleur de Northscape, et j'en suis ravi. L'autre, je voulais quand même quelque chose d'un peu flashy. On a beaucoup cherché la couverture. On l'a fait très simple, mais on parle d'enfance. Je voulais des couleurs qui soient celles d'Ève, du mauve, du rose. Je voulais pas de trucs trop mièvres non plus. Et quand on réfléchit bien, il y a beaucoup sur la couverture, il y a toujours un peu le code couleur du livre. Alors sur le premier, c'est un peu plus délicat à trouver, mais sur le second, que ce soit le mauve, le orange, il y a la couverture des éditions de tête où les lettrages sont rouges. C'est des codes couleurs, c'est des couleurs qui vont être très présentes ensuite dans le bouquin. Et puis je voulais quand même quelque chose d'un peu gai, parce qu'il y a beaucoup de livres aussi, alors je les collectionne, qui sont super, mais qui fonctionnent sur le nom du photographe, ou en Arial, titre du bouquin, une photo, couverture en toile, emballé, c'est pesé, et je dis pas qu'on a fait une couverture plus originale que les autres, mais je voulais pas quelque chose forcément comme ça. Du coup, ouais, ça c'est flashy bien sûr, mais j'avais même des idées pour aller un peu plus loin. J'avais pensé à une couverture marbrée, fluo, j'avais pensé à plein de trucs, mais on m'a là aussi heureusement un peu dit stop. J'avais pensé à du doré aussi, mais voilà, l'éditrice et l'imprimeur m'ont dit que que j'allais peut-être un peu loin. Voilà. Vous
Vous écoutez Vision. Suivez-nous sur Instagram pour plus de news et de photos. Alors oui, dans le bouquin, il y a deux textes. Il y a une préface, une vraie préface, des propos introductifs. Bernard Plossu m'a fait l'honneur, l'amitié d'écrire ces quelques lignes. C'est notre attachée de presse, Catherine Philippot, qui nous a mis en contact. Et je lui avais acheté une photo, un tirage Fresson, un peu de temps auparavant. Et puis Bernard a une générosité, une accessibilité et puis une simplicité qui fait qu'on s'est tout de suite bien entendu. On s'appelle, on s'écrit. Et puis à un moment, je lui dis, écoute Bernard, est-ce que tu me ferais l'honneur d'écrire, mais très rapidement, quelques mots? Et il a été incroyable. Il m'a demandé quelques photos, pas tout le livre. Il m'a donné ses impressions. Il les a couchées telles quelles sur le papier. On n'a pas changé une virgule. Je lui ai pas demandé une modification. On a mis le texte en l'état. Et on s'appelle. Il devait venir d'ailleurs, mais il a peur du Covid et on peut le comprendre. Il devait venir à Paris parce qu'il est exposé à la galerie Cesson Benthien dans une expo collective. Et il n'a pas pu venir. J'aurais voulu lui montrer les dailles. Et depuis, avec Bernard, on a une correspondance un peu à l'ancienne, un peu désuète, où je lui envoie une photo par la poste, il m'en envoie une. Ma fille aînée, Ève, donc qui est l'objet du livre, est fan d'Isabelle Huppert. Et Bernard a été un des photographes à avoir pu photographier Isabelle Huppert, qui est dont le visage est très sincèrement le fantasme artistique de tout photographe. J'adorerais photographier Huppert comme tout le monde aimerait faire un portrait d'Huppert. Et Bernard est un des photographes qui a pu photographier Isabelle Huppert et il a envoyé pour Noël une photo signée, dédicacée, un tirage original, numéroté, Plossu, pour Ève, pour ma fille d'Isabelle Huppert. Et ça, je veux dire, ça montre, voilà, Plossu, c'est ça. Et il a été absolument adorable. Il est très content du livre. Je suis extrêmement fier de l'avoir associé à ce projet. Et ensuite, il y a Sophie Le Tourneur, qui est une amie qu'on se connaît depuis une vingtaine d'années. Et Sophie, j'avais pas pensé à elle pour le texte au début. Bon, je lui ai dit, parce qu'elle sans doute, je voulais faire écrire un texte par quelqu'un d'autre qu'elle connaissait. Je lui ai demandé les contacts. Et puis avec mon côté impatient, je dis mais pourquoi je ne demande pas à Le Tourneur d'écrire un texte comme ça? Elle a passé sa vie à parler des gamines, à parler de l'adolescence, elle a un rapport à la féminité extrêmement fort et elle ne l'avait jamais fait. Ça a beaucoup amusé Sophie et elle s'est approprié ça sous forme de récit, de conte. Ça reste une cinéaste, elle nous parle de montage, elle va utiliser le vocabulaire du cinéma pour parler de ce bouquin et elle va donner le titre au livre. Elle va dire ça me rappelle La jeune fille et la montagne. Et en fait, nous, on avait appelé ça au début avec Caroline de Greff, Ève, I'll never be young again. On disait, alors ça, c'est mon côté fainéant, c'est que il y a le bouquin de Daphné du Maurier, et puis on se dit, titre anglais, ça passe partout. Ce qui est une connerie de penser ça. Et Caro m'appelle et me dit, tiens, on change le titre, c'est La jeune fille et la montagne. Et je vous dis, j'ai même pas réfléchi. J'ai été contre évidemment au début, par esprit de contradiction, et puis tout compte fait, ça s'est imposé, et voilà comment les deux textes du bouquin sont venus. Voilà. La prochaine fois, Viserai le cœur, c'est un film que j'ai initié, qui a été produit, fabriqué véritablement. Enfin, c'est un projet que j'avais acheté les droits il y a une dizaine d'années, enfin non même pas, 7-8 ans avant le tournage. J'avais une société dans laquelle j'étais associé à Cédric Angers, le réalisateur, et à Anne Rapsik. Et moi, le projet, je l'ai initié. Les producteurs, entre guillemets, du film, ceux qui l'ont fabriqué, qui l'ont exploité, qui en ont fait le succès qu'il est, ce sont Anne Rapsik et Alain Attal, pour être totalement transparent. Je suis producteur associé, c'est moi qui avais acheté les droits, qui ai développé le scénario avec Cédric et tout, mais j'avais d'autres activités, voilà, ensuite d'avocat j'ai pas, voilà, je suis à l'origine, je suis un des pères, mais je suis pas l'accoucheur de ce film. J'étais sur le tournage, mais voilà, j'ai pas été très présent et c'est vraiment un film produit par Anne Rapsik et Alain Attal.
Le dye transfer a un rapport au cinéma, par exemple, parce que le dye transfer, c'est très proche de ce qu'on appelle le Technicolor. Ça nous permet d'avoir des images qu'on nous fait passer pour existantes, naturelles dans le cinéma, c'est-à-dire que les 3 couleurs primaires, avec un gros jet de lumière d'un projecteur au travers, c'est l'image des westerns. On a les saturations un peu Sissi impératrice, des péplums. On voit bien que c'est pas naturaliste, c'est pas la vie de tous les jours. Le dye transfer, c'est le même procédé. Donc ça permet d'avoir les mêmes saturations, le même rendu et se dire c'est pas la vraie. Donc il y a quand même un rapport au film, de travail d'un univers, de direction artistique. Je ne fais pas de la photo naturaliste. Donc le cinéma, l'artifice du cinéma influence beaucoup mon geste et j'ai la prétention d'être un garçon un peu cinéphile et j'ai effectivement beaucoup mais après où je me rends compte en me disant tiens ça fait très cinéma, ça fait très plan de film, ça fait très ceci mais voilà, on me reproche, il y a des photos, il y a une autre série qui est pas encore sortie en bouquin qui pour le coup elle fait très tati, voilà, beaucoup plus marqué, cadré. Après les cadres de cinéma, je m'en sers pas du tout, je les oublie parce qu'ils sont très rigoureux. C'est très rigoureux de cadrer une scène. Et c'est Godard qui dit il y a une différence entre cadrer et encadrer. Au cinéma, on encadre une action. Je pense qu'en photo, on cadre quelque chose. C'est très différent. Si je devais conseiller un film sur le rapport en plus à la photographie et à l'univers un peu américain, c'est Free Billboard, chef-d'œuvre de photogénie, de paysages, de solitude aussi, de combat personnel. Là, je l'ai revu il y a pas longtemps. En fait, il m'a marqué. Je l'avais vu au moment de sa sortie, de la récompense obtenue justement par l'actrice. Et j'ai trouvé une puissance plastique absolument incroyable dans ce film. Si je devais conseiller après les films dont j'ai du mal à me défaire aujourd'hui encore, et que je regarde quasiment tous les ans, ça reste les Coppola. Qu'il s'agisse du Parrain, d'Apocalypse Now, il y a quelque chose de magistral, d'un peu inégalé. Même des films comme One from the Heart, Coup de cœur, qui est avec un travail sur le néon, la lumière artificielle qui est très présente dans Eve par exemple, ou dans Mon boulot, sur les photos de nuit, ça reste miraculeux. Puis il y a un côté à l'artifice très fort. D'ailleurs, il y a un poème dans mon bouquin Eve de Robert Frost, No Seagull Can Stay, qui est un des poèmes que dit l'un des personnages du film Outsiders de Francis Ford Coppola sur son rapport à la jeunesse. Moi, voilà, Outsiders de Coppola, tous les Coppola, voilà. Et ça, c'est Cédric Angers qui m'a fait découvrir Coppola, que je connaissais à travers ses classiques, mais qui m'a fait rentrer vraiment à l'intérieur de l'œuvre, de la complexité, de son rapport à l'artifice, à la juxtaposition, les passages secrets du film. C'est un des cinéastes les plus impressionnants, tant formellement que sur le déroulé et la trajectoire des personnages. Tout est bouleversant chez Coppola, toujours. Les bouquins, c'est les bouquins du moment parce que j'en achète beaucoup. Clémentine Schneiderman, les 2 bouquins de Clémentine Schneiderman, celui sur Memphis, celui sur Seth, c'est quelqu'un qui est déjà très loin dans la photo, qui ira, je pense, au bout des choses. C'est ce que j'ai vu franchement de plus beau dernièrement. J'aime beaucoup Lucille Boiron, qui va sortir un 2e livre. J'avais adoré Vamp, je la connais peu. C'est quelque chose, voilà, que j'ai trouvé, photographe que je trouve extraordinaire en ce moment dans les françaises. Et après, le bouquin là que j'ai trouvé dingue, alors j'ai oublié le nom de la photographe, ça s'appelle Santa Barbara. C'est l'histoire d'une immigrée russe qui vient vivre aux États-Unis et qui ne connaît les États-Unis que la série Santa Barbara, et qui va raconter l'histoire de la migration de sa famille et qu'elle va là aussi ponctuer avec des images de la série Santa Barbara d'Anna Marcosian. Voilà, c'est merveilleux. Voilà, c'est les 3 livres là dernièrement que
je peux que conseiller. Alors c'est 3 femmes, mais je suis en plus très très féministe malgré mon 1m98 et ma grosse barbe. Et puis il y a mon pote Fred Stussin, qui vient de faire une série qui n'a pas encore fait l'objet d'un livre. Il a eu un prix aujourd'hui pour sa série Le Décor sur le Paris confiné. Il m'a offert un tirage, je suis très heureux. D'ailleurs, ça fait partie des gens que j'admire. C'est quelqu'un qui m'a soutenu beaucoup. Il était déjà très installé dans la photo. Il m'a beaucoup encouragé, que ce soit pour mon premier livre, mon deuxième. C'est lui qui a fait d'ailleurs le portrait entre guillemets officiel de moi que je communique. C'est quelqu'un qui m'inspire. C'est un ami et c'est un immense photographe. Il a fait un bouquin sur Las Vegas, Only Bleeding, que j'ai, qui est merveilleux. Voilà. Moi, les livres photos du moment. Clémentine Schneiderman, Lucille Boiron, de la Marcosian, et puis même si c'est pas encore un livre, Le Décor de Fred Stussin, c'est pour moi ce qui se fait de mieux en ce moment. Je suis un peu collectionneur. Ma collection est-ce qu'on étale? Bon, c'est de la photo. C'est de la photo américaine. J'ai une pièce de Todido. J'ai un photographe anglais que j'adore qui s'appelle Peter Mitchell. J'ai 2 pièces. J'ai une petite photo d'un photographe français que j'aime beaucoup, auquel j'ai parfois été comparé, qui s'appelle Adrien Boyer. Bernard Plossu, évidemment. J'ai Martine Parr à la maison. J'ai une photographe allemande qui s'appelle Ute Mahler, magnifique photographe d'Allemagne de l'Est. J'ai une très très belle pièce américaine, mais dont je suis en train de me séparer, et voilà, dont je ne prononce pas le nom pour commencer mon deuil. Voilà. Le futur de la photographie, je le conçois sur du support. Tous les photographes d'Instagram ont un retour au support. Instagram a fait le lever, a révélé, et moi je viens aussi un peu d'Insta, a révélé énormément de talent, a permis à beaucoup de gens de connaître leur travail, mais je crois qu'il y aura un rapport à la postérité qui sera un retour au format papier, à l'image, au tirage ancien, argentique. La photographie, c'est un support avant d'être un contenu, je pense. Et pour moi, voilà, l'avenir de la photo ne sera pas dématérialisé, mais sera sur les murs des galeries, des collectionneurs et des musées, quoi qu'il arrive. Même si un jour on a tous 6 millions de followers, tout le monde voudra nous avoir autrement que sur un appareil que l'on charge et que l'on décharge. Voilà, tout simplement. Merci d'avoir écouté Vision. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à le partager. Laissez-nous une note et votre avis, ça nous aide également beaucoup. Vous pouvez nous soutenir sur Patreon, comme l'ont fait par exemple Shoshana, Grégoire ou Lina, et recevoir du contenu et des contreparties exclusives. Le lien est dans la description. À très vite pour un prochain podcast.